C'est la grosse recrue d'Éric Ciotti au sein de son parti UDR. Claire Géronimi, 27 ans, se lance en politique et va devenir porte-parole de ce mouvement. Vous vous souvenez très certainement d'elle, en 2023, Claire a été victime de viol par un individu sous OQTF. Son histoire avait bouleversé ceux qui ont bien voulu l'entendre. Depuis ce traumatisme, elle reçoit le témoignage de toutes les femmes victimes d'insécurité dans un podcast et les accompagne dans leur reconstruction. Aujourd'hui, Claire est sur VA+, et nous raconte les choix de son nouvel engagement. Salut Claire, Salut Antoine, merci d'être sur VA+. merci pour l'invitation. Petite semaine assez particulière pour toi, on va avoir le temps d'en parler, mais tu as décidé depuis quelques jours de te lancer en politique, de t'engager. Première question, pourquoi cette décision ? Alors on va dire que ça vient surtout de mon expérience, si je peux appeler ça comme ça, dans le sens où je me suis fait agresser en 2023 par un homme sous OQTF et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de problématiques liées surtout à l'immigration dans un premier temps et après je me suis intéressée un petit peu plus de près on va dire à la politique et en fait j'ai voulu m'engager pour porter la voix de déjà toutes ces femmes qui se font agresser sexuellement mais également de toutes les autres victimes qui subissent des agressions comme par exemple la mort de Thomas ou également d'Elias, de Philippines aussi, de Lola. Donc c'est vraiment en fait ça où je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de Français qui se sentaient plus du tout en sécurité, en tout cas aujourd'hui en France, dans les rues de France. Et avant ce traumatisme, est-ce que la politique c'était déjà un projet ou alors ça c'est venu, on va dire, de manière plus imprévue ces dernières semaines, ces derniers mois ? Alors moi j'ai toujours été Politisé. plus ou moins politisée bien sûr de par ma famille parce que ma famille ils sont en profession libérale du coup c'est vrai que c'était quelque chose qui plus ou moins m'intéressait que je regardais de proche mais j'ai jamais été militante jamais été engagée politiquement non plus. C'est vraiment je pense l'année dernière où tout a plus ou moins basculé. Et alors, comment ça s'est passé ta rencontre avec Éric Ciotti ? Est-ce que tu peux nous raconter un peu les coulisses ? Est-ce que tu as hésité ? Comment est-ce qu'il t'a convaincu de rejoindre l'UDR ? Alors avec Éric Ciotti on s'était rencontrés à la suite de mon agression. Parce qu'en fait j'avais essayé de contacter plus ou moins tout le gouvernement parce que je m'étais rendu compte qu'il y avait un vrai problème. En fait il y avait une réelle injustice dans le sens où je me suis fait agresser en plein milieu du 8e arrondissement un samedi après-midi. C'était quelque chose qui pour moi était déjà de 1 pas normal et je voulais avoir des réponses de pourquoi en fait mon agresseur était encore sur ce territoire en sachant qu'il avait déjà 3 OQTF à son actif. Du coup, j'ai essayé de contacter tout le gouvernement, donc que ce soit Emmanuel Macron, Gérald Darmanin qui était ministre de l'Intérieur à l'époque, ou également Bérangère Couillard qui était ministre de l'égalité homme-femme. Bon, bien sûr, personne ne m'a répondu. Et en fait, avec Éric Ciotti, c'était une des personnes, justement, un des politiques qui a bien voulu m'accueillir. Et on a discuté de pas mal de sujets, que ce soit, par exemple, les centres de rétention administratifs, où il y en a très peu aujourd'hui en France. Il m'expliquait également que, en fait, quand il y a un étranger qui va dans un centre de rétention administratif, il peut rester que 90 jours. Au-delà de ça, sinon, en fait, il se retrouve dans la rue, qu'hier dans les rues dans les rues de France, on le voit avec Philippines ou au-delà de la durée, en fait, il y a des énormes problèmes avec les relations entre les pays. En fait, la France n'arrive pas à protéger ses citoyens. Et c'est ce que en tout cas, avec ce team m'a expliqué. Et en fait, on a toujours gardé contact. Moi, j'avais vraiment salué son courage quand il est parti des Républicains au mois de juin, qu'il a voulu créer une alliance des droites, justement, une union des droites. Et c'est, on va dire, tout ça qui m'a vraiment encouragée à le rejoindre, et d'autant plus le côté très entrepreneurial de l'UDR. Aujourd'hui, il y a 75% de députés qui sont chefs d'entreprise. Et c'est également une des raisons pourquoi j'ai voulu rejoindre ce parti, c'est parce que moi-même, je suis chef d'entreprise. Avant mon agression, j'avais quand même eu une vie. Et on va dire que tous les combats qu'ils portent, c'est également, moi aussi, je les porte un peu comme lui, quoi. Donc il y a eu cette première prise de contact il y a 1 an. Il était plutôt sensible à ton expérience. Derrière, comment ça s'est passé ? Est-ce que tu peux nous raconter est-ce que tu as hésité quand il t'a proposé ou tu as très vite accepté cette proposition ? Quand est-ce qu'il est revenu vers toi pour te proposer un poste ? Alors, on a eu des échanges de discussions, et puis c'était ces dernières semaines où
il m'a proposé d'intégrer le parti parce qu'il voyait toutes les actions que je mettais en place. J'ai organisé, j'ai créé une association qui s'appelle Éclat de femmes pour aider les femmes victimes d'agressions de rue. Je pense qu'on y reviendra juste après. Et également, il a vu que j'avais une entreprise, que je portais un peu les mêmes combats que lui. Donc, je pense que c'est ces dernières semaines où il m'a proposé d'intégrer le parti. Alors, bien sûr, moi, j'ai longuement réfléchi parce que c'est pas non plus quelque chose qu'on prend à la légère, surtout quand on propose un poste de vice-présidente de l'UDR. Mais en fait, je me suis dit que c'était quand même une continuité de mon combat parce que mon association, j'aide les victimes, mais je veux vraiment être dans le nerf de la guerre pour pouvoir tout simplement résoudre, on va dire, tous ces problèmes d'insécurité, d'immigration. Aujourd'hui, il y a quand même 74% des viols qui sont hors cadre familial, ce qui est assez hallucinant. Enfin, moi j'entends des histoires de victimes chaque jour qui sont plus horribles, on va dire, les unes que les autres. Et après, on va dire que sur le côté plus économique, c'était quelque chose aussi où je me suis dit, il faut que je porte aussi ce message et ce combat. Il faut que ensemble, les personnes, tous les militants et tous les députés de l'UDR, on puisse construire une France plus sûre. On le voit avec la loi tronçonneuse, justement, que l'UDR a proposé au dernier forum des libertés. C'est quelque chose que les entreprises ont besoin aujourd'hui. Le problème, c'est qu'en France, les petites PME, elles sont vraiment débordées, on va dire, par toute cette charge réglementaire. Il y en a 2000 en plus chaque année et c'est très compliqué aujourd'hui en France de pouvoir se développer pour une jeune entreprise. Moi, je le vois avec mon entreprise. J'ai une entreprise justement dans le textile. Et pour pouvoir vendre dans les grands magasins, il fallait que mes tissus soient certifiés Ecoplus. Sinon, en fait, ils ne voulaient pas me commercialiser. Et c'est plein de choses comme ça qui m'ont convaincue de le rejoindre. Donc, en gros, voilà. Et dans la partie entrepreneuriale, donc tu en as parlé, il y a aussi ton podcast, Éclat de femmes. C'était quoi l'idée de départ de ce projet? Est-ce que tu considérais je parle pas à ta place, mais est-ce que tu considérais qu'on donnait pas assez la parole aux victimes et qu'on parlait trop des agresseurs, qu'il fallait davantage prendre le temps d'écouter peut-être dans le détail les témoignages un peu éprouvants que toutes ces jeunes filles que tu as reçues ont vécu? C'était quoi Qu'est-ce qui t'a animé à lancer ce programme? Alors, l'objectif du podcast, c'est que j'interviewe des femmes qui sont inspirantes, qui sont engagées justement pour le combat, on peut dire ça féministe si c'est pas catégorisé comme la gauche non plus, mais pour l'engagement, on va dire, de la place de la femme dans la société. Mais également, j'interviewe des victimes, comme tu le dis. Mon objectif, c'était vraiment de donner cette voix à toutes ces victimes, de comprendre en fait les défaillances justement du système. Je te donne un exemple. J'avais accueilli une jeune fille qui s'appelait Chloé, qui elle, du coup, son agresseur l'avait violée dans un bar quand elle était à une soirée d'anniversaire d'une de ses amies. Cet agresseur était algérien sans papier. Elle a quand même porté plainte. Et au final, en fait, au moment du procès, l'agresseur, du coup, s'est fait remercier de venir au procès. Et j'ai trouvé ça totalement hallucinant. Donc, en fait, c'est tout un peu ces failles du système que j'essaye de mettre en lumière et de montrer qu'au final, en fait, de montrer quand même un message positif comme quoi on est capable de se reconstruire après une agression, ça c'est sûr et certain. Et c'est pour ça aussi l'aspect positif de faire interviewer des femmes qui soient inspirantes. J'ai interviewé Louise Maurice du Média Frontières, également Azilise Lecor qui a écrit un livre L'enfant et l'avenir de l'homme aux éditions Albin Michel. Et toutes ces femmes qui viennent témoigner, en fait, ça permet de créer un écosystème et d'apporter des idées qui divergent et convergent parfois, mais c'est vraiment de montrer qu'en fait on a une place en tant que femme dans la société. Et parce qu'à propos du féminisme, toi tu racontais qu'après ton agression, tu n'avais eu aucun retour, aucun soutien de la part des féministes de gauche. Qu'est-ce que ça a dit, cette forme ce silence, alors que tu leur tends la main, entre guillemets? C'est ça qui est problématique. Je pense que pour ces féministes de gauche, il y a les bonnes victimes et les mauvaises victimes. Quand on dit une bonne victime, c'est une victime qui se fait agresser par une personne connue ou qui
une victime, par exemple, qui vient de milieux plus ou moins défavorisés, et l'agresseur est souvent un homme blanc, riche. Enfin, c'est vraiment des stéréotypes qui ressortent en tout cas dans ce type d'agression. Et moi, justement, quand j'ai essayé de les contacter, toutes ces féministes, de gauche particulièrement, elles m'ont pas du tout ouvert la porte parce que moi j'étais la mauvaise victime. Parce que Comment tu as justement, essayé de les contacter d'ailleurs? tout simplement par Sur les réseaux? contact, Ouais. réseaux sociaux, associations. Et de toute façon, c'est la même chose pour tout, que ce soit les politiques, les associations ou encore les médias. C'était exactement le même schéma à chaque fois. Et, et pour revenir justement à ces féministes de gauche, c'est ça qui est problématique, c'est qu'aujourd'hui, en fait, elles ne défendent pas tous les viols. Et justement, on le voit, quand il y a 60% des viols commis par des étrangers dans les transports en commun, elles vont pas du tout prendre la parole. C'est ça qui me fait halluciner. Alors nous, avec Éclat de Femmes, justement, on prend toutes les victimes, qu'elles soient de droite ou de gauche, mais qui se font agresser dans la rue. Et attendant, on ne ferme pas la porte. D'accord. Je vais revenir un petit peu sur ton nouveau rôle à l'UDR. Est-ce que concrètement, tu peux nous dire en quoi ça consiste? Donc, vice-présidente, j'imagine aussi porte-parole. Est-ce qu'on va te voir régulièrement sur les plateaux télé pour décrypter l'actualité, ou tu préfères être plutôt auprès des équipes sur le terrain, avoir un rôle peut-être plus stratégique, etc. Comment tu considères ton nouveau rôle? C'est pour porter la voix de toutes ces femmes et de toutes ces victimes qui se font agresser dans la rue. Je le vois en fait, je veux également porter cette voix des jeunes entrepreneurs. Je le vois quand j'ai fait mon master entrepreneur dans une grande école de commerce. On dit que 30% de femmes à faire ce master parce que justement les femmes n'osent pas, parce que en France, on est contraint à plein de paperasse, etc. pour pouvoir tout simplement monter une entreprise. Et dans ce master, et au final, il n'y en a que 5 qui ont vraiment continué leur projet entrepreneurial. Donc, c'est vraiment donner cette force à tous ces jeunes entrepreneurs aussi, comme quoi c'est capable de pouvoir créer de la richesse en France, de pouvoir créer son entreprise en France et rester en France, parce que ça, pour moi, c'est quelque chose qui est très important. Ça fait partie parce que donc là, on a beaucoup parlé d'insécurité et d'immigration, parce que évidemment, ta trajectoire de vie l'impose. Mais donc, parmi les nouvelles, peut-être les nouveaux projets, tes nouveaux combats, ou enfin, les convictions que tu as envie de porter, donc celle de l'entrepreneuriat, envie d'inciter à l'innovation peut-être, est-ce qu'il y a d'autres projets que tu as envie de mener pour l'UDR? Alors, au-delà de porter la parole justement sur que ce soit la sécurité, l'immigration, également l'entrepreneuriat, c'est aussi travailler main dans la main avec les députés, proposer mon expérience du terrain pour justement qu'on puisse améliorer au mieux toutes ces conditions-là. Là, on va faire prochainement un grand forum des libertés sur la fiscalité qu'on va proposer avec l'UDR. Donc, c'est tout ça qu'en fait, j'aimerais pouvoir mettre en place et contribuer aussi. Et alors ça, par exemple sur la fiscalité, t'as découvert ce sujet en écoutant Eric Ciotti, ou avant ça, tu voulais qu'il y ait des réformes importantes, est-ce que tu voulais la tronçonneuse avant que Ciotti en parle? Oui, totalement. Et puis je le vois en fait avec mon expérience. J'ai également fait du conseil en finance juste avant, entre mon agression, on va dire, et mon lancement de l'association. Et en fait, j'étais dans tout ce qui était réglementation. J'avais été missionnée pour être dans une entreprise et instaurer une cartographie des risques sur la lutte contre le blanchiment d'argent. Et en fait, ce que je voyais, c'est que l'entreprise doit débourser je ne sais combien pour faire appel à des consultants pour justement avoir une cartographie si, imaginons, demain, ils ont un contrôle. Et sauf qu'en fait, tout le travail que justement l'État demande à ces entreprises-là, c'est souvent mis au placard. Et au final, en fait, on nous demande un contrôle excessif en France comparé à tous nos voisins européens. Donc bien sûr que oui, je suis totalement alignée avec Ciotti sur cette loi tronçonneuse et bien d'autres sujets. Et est-ce que plus largement, on a à peu près le même âge, on est de la même génération, tu as l'impression que les jeunes qui t'entourent, qui ont pu habiter dans ta ville, qui ont pu être dans ton master, etc., sont globalement plutôt sensibles aux questions de droite, ou c'est risqué à 27 ans de se lancer auprès d'un politique qui est autant marqué à droite qu'Eric Ciotti? Je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même important de s'engager pour la France parce que c'est notre pays, c'est là où on vit, là où sur les trois quarts du temps on a fait nos études également. Moi, je le vois, hier j'étais à une soirée des jeunes JDR. C'était leur première soirée qu'ils ont organisée. Il y avait plus de 80 personnes sur un sujet en plus
historique, c'était sur Napoléon III, donc c'est un sujet qui intéresse pas forcément les jeunes de base. Et je vois au final, les jeunes veulent s'engager et veulent redresser la France, parce que là, on est en train de perdre totalement tout l'héritage que nos aïeux nous ont donné. Et donc, c'est quelque chose qui, pour moi, est important, et c'est un symbole aussi que je veux donner à tous ces jeunes qui veulent rester en France et veulent permettre à leur pays de pouvoir se développer et se reconstruire. Et tu as l'impression qu'il y a une. Est-ce que depuis quelques années, tu as le sentiment qu'il y a une prise de conscience générale sur le poids de l'immigration, le poids de l'insécurité, un besoin plus large d'avoir une économie plus aérée, si j'ose dire. Est-ce que tu as l'impression que ces dernières années, il y a un basculement en cours? Je pense qu'il y a toujours eu plus ou moins un certain engagement des jeunes. Je vois avec mes parents au temps de Chirac, ils me racontaient qu'ils sortaient dans les rues et ils militaient justement pour sa candidature. Et je vois qu'il y a quand même un certain éveil des consciences, hein, bien sûr, surtout sur le sujet immigration. Et c'est pour ça que ce sujet-là commence à être vraiment pris, parce qu'en fait, même tous les jours, les jeunes sont confrontés, d'autant plus les jeunes femmes françaises qui prennent le métro, par exemple, sont confrontées à plein d'insécurités. Enfin, moi, je le vois quand justement Louise Maurice, que j'avais interviewée dans mon podcast, me raconte qu'en fait, elle est obligée maintenant de prendre la voiture plutôt le métro, et que c'est un privilège, et que malheureusement il y a d'autres personnes qui sont jeunes qui n'ont pas cette chance. C'est déprimant en fait. C'est ça le vrai féminisme? Moi je pense que oui, c'est ça le vrai féminisme, c'est pouvoir nous protéger. La sécurité aujourd'hui, c'est important. Là, on est à part égale entre moi, dans tout ce qui est domaine du travail, etc. Je pense qu'on a notre chance, on nous laisse notre chance, il faut savoir la saisir. Mais la sécurité, c'est vraiment le point fondamental pour pouvoir tout simplement s'habiller comme on veut, ne pas avoir à partager sa localisation avec sa copine, ne pas avoir à éviter les transports en commun, à se faire accompagner, à devoir mettre un voile au-dessus de ses cheveux, parce qu'en fait, limite, c'est une islamisation plus ou moins forcée, en fait, ce qu'on est en train de faire. Enfin, c'est horrible, mais en fait, toute cette insécurité nous pousse à être malheureusement dans un hyper contrôle, et on se sent plus du tout libre. Et justement, moi, c'est ça que je portais, c'est cette liberté, et c'est ce que aussi l'UDR incarne, et c'est pour ça que j'ai rejoint l'UDR. C'est vraiment le symbole de la liberté. Est-ce que tu as des objectifs définis en tête? Si par exemple on se revoit dans un an, qu'est-ce que tu voudrais avoir accompli en un an à l'UDR? Bah, déjà qu'il y ait moins d'agressions dans la rue, ça c'est sûr et certain, qu'il y ait aussi un meilleur accompagnement des victimes. J'étais en train de travailler avec l'Institut pour la justice sur une loi comme quoi, en fait, il faut faire porter le chapeau à l'État. Quand une victime se fait agresser par un OQTF, il faut que l'État dédommage les victimes, parce qu'en fait, c'est l'État qui a failli, c'est la faute de l'État. Et je vois aujourd'hui, en fait, le coût moyen d'une victime, c'est plus de 35 000 euros entre le dépôt de plainte et le procès, avec tous les frais juridiques et psychologiques que ça engendre. Nous, au final, en tant que victime, on se retrouve à devoir avancer tous ces frais, ou alors, en fait, on n'a pas de suivi psychologique et on sombre dans la dépression, à prendre des antidépresseurs et tout simplement à faire un burn-out. Moi, dans toutes les victimes que j'accompagne, il y a la moitié qui sont déscolarisées, ou justement qui ne vont plus au travail. Donc c'est tout ça, on va dire, que je veux mettre en place, et accompagner aussi également ces victimes. Et puis d'un point de vue plus entrepreneurial, faire en sorte qu'il y ait toutes ces petites PME qui puissent se développer et qui ne se délocalisent pas. Ça, c'est très important pour moi, et j'espère moi-même, en tout cas, pouvoir relocaliser mon entreprise en France. Alors, je reviens sur ce que tu disais à propos de la façon dont on se reconstruit après un drame comme celui-là. Comment toi, à quoi est-ce que tu t'es accroché pour justement te garder la tête sur les épaules, ne pas avoir de séquelles trop vives pour vivre au quotidien? Ah, je vais pas le cacher que c'était très compliqué, et je pense que la reconstruction n'est pas totalement terminée tant que le procès n'est pas là, en tout cas, ou enfin, tant que l'agresseur n'a pas été jugé. Euh, C'était très compliqué, je suis passée par des phases de haut et de bas, mais je pense qu'en fait, cette conviction de pouvoir défendre ces femmes a été plus fort, et c'est vraiment comme ça que j'ai réussi à me construire. Et justement, avec l'association, de me dire, bah tiens, en fait, j'arrive à pouvoir aider d'autres victimes qui sont comme moi dans le besoin. En fait, c'est ça qui, on va dire, alimente cette force. Et alors, où on en est par exemple là dans ta procédure personnelle? Est-ce que tu as porté plainte? Est-ce que la justice
enclencher une procédure ou comment ça se passe? Alors pour revenir sur mon agression, moi mon agresseur du coup avait violé une jeune fille 1 heure avant moi. Il a été retrouvé par la police peu de temps après. Là il est en rétention provisoire. Mais encore une fois, les processus sont très longs. On manque également de personnel soignant, pour tout ce qui est unité médico-judiciaire, pour toutes les expertises aussi. C'est assez compliqué, donc ça prend beaucoup de temps. La justice est également très lente et croule sous les dossiers, donc je ne sais pas. D'ici encore 2 à 5 ans peut-être, mais c'est ça aussi qui est problématique pour une victime, justement, c'est que il faudrait que la justice soit plus rapide et d'autant plus que les peines soient mieux appliquées également. Et est-ce que tu as bon espoir que justice te soit rendue? Écoute, on verra, je l'espère. En tout cas, le mieux, c'est de s'entourer au maximum de très bons avocats et puis on verra.